Quand tu récupères un élève qui sait pas lire alors qu'il devrait savoir lire et que 2 ans après, il est devant tout le monde en train de lire un texte qu'il écrit, ouais, je pleure. Enfin, tu vois, c'est tellement émouvant que... Et ça, peut-être que je me serais pas autorisée avant, en fait. Et alors que maintenant, ça me dérange absolument pas. Et ça me dérange pas non plus de leur expliquer pourquoi j'ai pleuré et de trouver ça émouvant et de leur expliquer pourquoi. Donc en fait, oui, ça c'est des choses que je m'autorise plus maintenant et c'est prendre le temps. Ça veut dire que si tu t'autorises à avoir du temps pour rire ou pour pleurer, c'est que tu le prends forcément sur autre chose, donc tu ralentis. Tu as parlé de pouvoir danser en classe à un moment donné. Et puis moi, ça m'a tout de suite renvoyé de ton décor derrière toi, la danseuse que je vois. Enfin, je vois un tutu noir derrière. La danse et toi, c'est quelque chose qui est important? Le mouvement. Alors, pourquoi j'en viens là? Pas simplement pour le côté anecdotique de oui, j'ai vu qu'il y avait une danseuse. C'est ce fait qu'à un moment donné, dans les savoirs, les apprentissages, le fait de passer par la tête, c'est une chose, mais le fait de ne pas encore l'avoir intégré dans le corps, ce n'est qu'une idée. Et je me dis, est-ce que cette notion-là de justement passer par le corps, passer par le déplacement, l'énergie dans le corps, tu t'en sers dans ta pédagogie en conscience, là encore? De plus en plus. Je le faisais quasiment pas et de plus en plus, puisque en fait, c'est important pour moi. Déjà, ça fait très longtemps, enfin très longtemps, ça fait longtemps maintenant que je travaille les différentes formes de mémoire. Quand on apprend des choses, on écrit, on épelle, on répète, enfin bon, on fait tout ça. Donc on travaille la mémoire visuelle, auditive, la kinesthésique et tout. Et je leur pareil, apprendre quand on apprend les mots, à les écrire dans l'air. Donc en fait, je l'intègre de plus en plus. Mais ouais, je pense que ils sont très contraints les enfants dans leur posture d'élève toute la journée. Donc c'est important. Je n'ai aucun problème à ce que quand justement on chante, il y ait des élèves qui se lèvent pour danser un peu. Des fois, je mets des fonds musicaux et tu sais, ça se dandine un tout petit peu. C'est pas des grands mouvements, mais ça se dandine. Et une fois, je me rappelle, ils étaient en train de faire une évaluation, je crois. Et j'avais la musique au fond. Et moi, je passais dans les rangs et je dansais. Et mais je dansais tranquille, mais je dansais. Et en fait, il y a un élève qui est en train d'écrire la TBC. Et puis je passe à côté de lui, il me regarde, il me dit c'est bon maîtresse, on a vu que tu dansais. Et puis hop, il s'est remis. Et voilà, c'était même pas de l'étonnement, tu vois. Et en fait, ce que je veux, c'est ça, c'est que ils aient aussi cette liberté de tout et de voir tout sans juger, sans paraître étonné. Oui, bah c'est pas grave, on peut danser. Eux, ils se dandinent, ils se dandinent. Et je te dis, bon, pour écrire, il y a des choses comme ça où on utilise nos corps en maths aussi un peu. J'essaie de l'entrer de plus en plus, mais c'est quelque chose aussi de nouveau pour moi dans les apprentissages. Je crois que, voilà, c'est comme je disais, tant que ce n'est pas passé par le corps sous une forme ou sous une autre, ça reste une idée. Donc ce n'est pas encore digéré. Il y a quelque chose de cet ordre-là, un peu comme les traumas parfois. Alors je vais aller dans une direction et tu n'es pas du tout obligé de me suivre, bien entendu. Tu peux tout à fait me dire, je sais pas, un sujet que j'ai envie d'aborder, c'est ok. Tu as fait carrière pendant 20 ans dans l'enseignement. J'ai tendance à dire que quand on commence un métier, il peut y avoir une part de hasard peut-être au départ, mais que si on y reste, à un moment donné, ça vient raconter quelque chose de nous, raconter souvent quelque chose de notre passé, voire même réparer peut-être des choses qu'on a vécues à un moment donné. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu pourrais, pardon, je vais le reformuler autrement. Est-ce que de ton côté, justement, ce métier vient réparer quelque chose, là encore en conscience, ou ça te parle pas comme question? En fait, je pense qu'au final, ce choix, il est lié à toutes mes atypies. Donc, je le constate maintenant. Moi, ce que je disais à ce moment-là, c'est que j'étais sûre que je voulais être avec des enfants. Donc, certainement, parce que le monde des adultes me renvoyait pas forcément une image toujours superbe. Donc, je pense que ça me plaisait, ce côté un peu innocent et spontané des enfants, que j'avais envie de transmettre, mais transmettre pas forcément des connaissances, mais en fait transmettre quelque chose. Donc, je me voyais plutôt avec les petits, mais j'hésitais entre aller travailler dans des crèches ou travailler dans une école. Voilà, donc c'était absolument pas lié à un niveau d'études. C'était plus déjà le contexte dans lequel je voulais être. Je me suis demandé pour le secondaire, mais en fait, je n'avais absolument pas envie de me focaliser sur une matière.
Et donc ça forcément, ça s'est compris après avec mon parcours, avec les atypies et tout, que moi répéter plusieurs fois le même cours, en fait, ça m'intéresse pas. Donc après après finalement la connaissance de l'autre et l'intérêt de l'autre correspondent aussi plus à cette vie de classe. Et franchement, moi l'école ça s'est bien passé. J'ai sauté une classe, mais on parlait pas du tout de HPI ou quoi que ce soit. Juste j'avais 20 partout, donc on a proposé à ma mère de sauter une classe, donc je l'ai fait. Après j'ai découvert autre chose, donc j'en ai repiqué une, voilà, parce que ça s'est rééquilibré. Et puis finalement après j'ai toujours travaillé ce qu'il fallait pour aller là où je voulais sans plus. Tu vois, j'ai eu un bac à 10,04 parfaitement calibré pour pouvoir passer à la suite sans en faire trop. Donc mais ça tu vois, je me l'explique tout ça maintenant en fait. Les enfants, pourquoi je te dis peut-être un truc par rapport aux adultes, c'est fort possible parce que j'avais un papa un peu défaillant, donc peut-être que ça a joué. Et peut-être c'est déjà l'envie de rester dans ce monde un petit peu enfantin, en fait, un peu ludique, un peu. Mais j'ai accepté les responsabilités comme elles sont. J'ai toujours voulu des enfants. Enfin, voilà, j'ai jamais été en refus de grandir, pas du tout. Mais j'aime quand même à un moment, ce moment où il y a moins de prise de tête, il y a moins de râlage, il y a moins, ou que quand quelqu'un fait une colère, quand il a 7 ans, c'est normal. Donc, ça me dérange pas, alors que des gens qui râlent, des adultes qui râlent et qui font rien, en fait, ça m'insupporte au possible. Et ouais, j'aime bien ce côté spontané, donc je suis bien là. Et effectivement, je pense que ça m'a permis entre-temps, avant de découvrir tout, de continuer à nourrir mon enfant intérieur et de m'amuser quand même. C'est encore un endroit où tu peux tirer la langue et ça ne paraît pas si décalé que ça. Exactement, je fais des cœurs avec les trucs quand ils ont bien récité. Ah oui. Il y a de la place pour ta créativité. Ce que j'ai entendu quand même pendant l'interview, c'est que tes supports, tu les crées. Et je sens une fierté. Il n'y a aucun jugement désagréable quand je dis ça. Je sens une fierté à justement adapter, créer, faire des choses sur mesure. Et j'ai l'impression que ça fait tout autant partie du plaisir, cette partie création-préparation, que la partie utilisation et la gestion de la classe. Exactement. Non, mais j'adore ça. En fait, je me rends compte que j'aime créer et pareil, je l'ai toujours fait, mais pas en conscience. Alors que maintenant, je le fais en conscience. Et quand là, Alban de l'Observatoire m'a demandé d'écrire une chronique pour l'Observatoire, je lui ai dit, mais moi, j'ai jamais écrit de ma vie. Et puis après, je me suis dit, bon, de toute façon, si c'est nul, il me dira, puis je le referai pas. C'est pas grave, en fait. En vrai, c'est pas grave. Une expérience. Puis, bien, donc du coup, j'ai continué. Et en fait, j'aime beaucoup ce moment-là, en fait, où j'écris aussi. J'aime bien. Mais c'est vrai que j'ai une fierté personnelle à créer des choses, à faire que ce soit pensé pour les élèves au mieux, que finalement ça marche et qu'à un moment, quand on vient me voir et qu'on me dit ah là là j'ai vu ça dans le cahier, c'est génial, t'as trouvé ça où? Dans ma tête. Bah ouais, c'est cool parce que tu te dis que t'as un cerveau qui mouline beaucoup, mais que c'est bien aussi quand il produit en fait et qui fait pas que d'être dans ces phases de rumination où ça avance pas, qui est quand même le problème quand ça va pas trop. Mais quand il est là pour justement mouliner, pour créer, et moi c'est mon plaisir des vacances là, c'est-à-dire que je crée tous mes documents pour la prochaine période. Donc là j'ai une petite pile là, j'ai écrit à ma collègue, ça y est, alors j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis après j'ai une autre idée. Alors quand j'arrive le matin, je lui dis, tu sais, j'ai eu une idée. Bah oui, je suis pas très étonnée. Et puis on en discute. Et puis en général, elle trouve l'idée bien, donc on la met en place, on essaye des trucs. Et puis elle essaye avec moi, donc je trouve ça génial parce que tu vois, t'as quelqu'un qui te suit dans ton délire, parce que moi j'appelle ça du délire des fois. Et c'est chouette quoi. Et puis mais je dis pas, tu vois, par contre je vais pas l'étaler. Je dis pas à mes élèves que c'est moi qui ai fait. Ça m'intéresse pas ça en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de créer et puis que finalement les outils leur plaisent et qu'on arrive à faire des choses. Mais ça arrive, mais c'est très rare que je leur dise que j'ai eu cette idée-là. Je dis, oh là là, j'ai trouvé ça, je trouve ça vachement bien. Donc j'ai trouvé ça, je leur mens pas. C'est-à-dire que je l'ai trouvé, ça peut induire que j'ai trouvé dans ma tête, mais je suis pas en train de mettre en avant forcément ça. Donc ça m'arrive des fois quand les parents vous avez trouvé ça où? En fait, pas sur Internet. Parfois ils assimilent, puisque tu disais parfois que lorsqu'ils lisaient un bouquin, ils pouvaient te dire que tu avais fait une erreur dans le bouquin. Mais après, du coup, ils savent plus. Mais tu vois, je vais te donner un exemple précis. On a commencé à travailler sur le groupe nominal, le genre et le nombre des choses. Et puis en fait, je me rends compte que mes élèves
il y a soit le genre masculin ou féminin, soit le nombre, et que tout ça c'est pas associé en fait dans leur tête. Et en fait, ce qui est un problème pour moi, je commence à regarder sur Internet, parce que c'est à ce moment-là que je regarde sur Internet, et je me rends compte qu'effectivement, il y a que des exercices sur le genre ou que des exercices sur le nombre. Et que forcément, c'est tellement cloisonné que ça peut être que cloisonné. Et donc, je dis à ma collègue, je dis, faut que je trouve un truc, parce que, en fait, il faut que je trouve quelque chose pour que tout ça, ça se remette ensemble. Et puis, en fait, j'étais en train de chercher, puis à un moment, j'ai eu l'idée de créer un espèce de petit wagon avec 2 roues. Et en fait, dans le wagon, on écrit le groupe nominal. Dans la première roue, c'est le genre. Et dans la deuxième roue, c'est le nombre. Donc, on travaille 2 notions et je leur explique qu'en fait, ces 2 notions, elles sont indissociables pour que le wagon roule. En fait, il faut qu'il ait ces 2 roues. Sinon, ce wagon, il part pas. Bah, ça a été réglé en 2 temps, 3 mouvements. Et puis, en fait, on avait des petits wagons collés. On trouvait ça rigolo, nous, les maîtresses. Et puis après, on les a enlevés, les wagons, parce que maintenant, on en a plus besoin. Donc, on n'est pas obligé de rester là-dedans tout le temps. On arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus normé, mais on est passé par un truc qui a donné du sens, en fait. Dans quelque chose où il y a des fortes chances qu'il les ait manipulés en tant qu'enfant, donc quelque part, il y a du corporel, il y a une sorte d'anticipation instinctive de l'objet que tu réutilises pour autre chose. Et cette créativité-là, elle t'est propre. Donc en plus, tu peux positionner ta couleur, tu peux exprimer ta couleur. J'entendais le cerveau qui rumine, tu as évoqué ça il y a un instant. Moi, j'ai l'impression que ce cerveau qui peut créer de l'ombre ou créer un peu de noirceur peut-être, et là je parle de moi dans le moment où ça rumine, tout d'un coup, tu vas pouvoir aller le faire glisser vers de la lumière, vers de la créativité, vers du partage. Et c'est une belle résilience d'un cerveau qui propose parfois ces zones d'ombre, qu'il te propose aussi, il te serve aussi à pouvoir créer quelque chose qui te rende fier, qui sublime toute ta capacité et toute ta couleur et tous tes centres d'intérêt au service finalement d'enfants qui, eux, juste en bénéficient, en trouvant ça sans doute tout à fait normal, bien entendu, et en pensant que ça se fait partout pareil. Et je dis ça parce que quand tu m'as fait penser tout à l'heure à l'université, j'ai connu des profs en fac de droit qui lisaient leurs livres pendant tout le temps du cours, pendant 4 heures. Il serait temps en fac de droit que vous remettiez un petit peu en cause et que vous pensiez que le métier d'enseignant, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus grand que ça. Et d'un autre côté, tu vois, là, un prof qui, au premier cours, est venu s'asseoir sur l'estrade, sur le bord, en disant qu'en fait, il trouvait que le bureau était beaucoup trop loin d'eux et qu'en fait, comme il avait envie d'interagir avec eux, il avait besoin qu'il y ait plus de proximité. Bah oui, forcément, le cours, il part sur une dimension complètement différente, quoi. Donc, ça et me puis parle. En fait, j'imagine. Moi, je leur dis de toute façon, vous êtes tout au fond, je viendrai vous chercher, je viendrai vers vous, il y a des allées, il n'y a pas de problème, j'arrive. Et en fait, il y a plein de choses à Plongez dans la faire. fosse au lion. Ouais, il y a plein de choses à faire. Tu vois, moi j'ai une copine, alors pas cette année, mais elle est aux États-Unis, elle est prof de chimie à la fac. Et en fait, dans sa classe, avec un espèce de paravent, elle avait créé un coin calme pour les élèves d'université, qui à un moment étaient un peu débordés par peu importe, mais qui pouvaient s'isoler en fait, tout en écoutant le cours. Donc exactement ce qu'on fait avec les petits. Et en fait, elle l'avait laissé, elle l'avait mis aussi dans sa classe de grands. Bon, alors après, elle a un enfant qui est TDAH. Gilles de la Tourette, plein de choses. Donc, elle est très réceptive à tous ces enfants qui sont atypiques et tout ça. Mais en fait, c'est possible. Et tu restes dans les programmes, tu restes dans les clous, tu fais pas un truc complètement dingue. Et en même temps, ben, des fois, ça fait du bien, quoi. Ouais, carrément, ouais. Faire lever des adultes qui ont une quarantaine d'années, qui sont dans un service communication, pour avec une loupe que j'ai achetée chez Nature et Découverte, regarder les pixels d'un écran. Au début, ça ne veut pas, et puis ce qui marche avec les enfants marche très bien avec les adultes. Et là, je savais que les pixels, ça allait non pas être un truc, ouais, des pixels, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont vu avec la loupe. On voyait les petits points rouges, verts, bleus. Et ça, c'est, voilà, comme tu pourrais le dire, je pense, là, c'était assimilé. Et donc, ce qui marche avec les enfants, mais allons-y avec les adultes. Mettre de côté le côté, ah bah non, on est grand, on est adulte, on a un costard. L'assimilation, à un moment donné, faut y aller. Et même tous les sorts des team building dans les entreprises. Et ils partent faire des escape games et du théâtre en impro en fait, c'est que des trucs très ludiques que tu peux faire quand t'es petit et ça revient maintenant. Ce sont des êtres vivants. Oui, retrouver le côté vivant. La vivance qui ne doit pas être français, mais c'est pas grave. Et des fois, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus de choses qui sont mises en place pour les adultes que pour les enfants. Alors que, en vrai, si au départ tout le monde a besoin de jouer, mais de l'enlever complètement aux enfants et parallèlement de voir des adultes qui se retrouvent le jeudi soir pour faire des escape games, je me dis il y a un truc quand même à un moment,
si on l'accorde aux adultes, on doit encore plus l'accorder aux enfants, quoi. Donc, t'as des espèces de trucs de dissonance, moi, des fois. Sauf que l'adulte enfermé dans sa vie a besoin de faire un escape game. Parce qu'il peut Oui. sortir de ses enfermements. Clin d'œil. J'ai une question à laquelle tu vas, je l'espère, pas t'attendre. Ah. Tata, coup de théâtre. Ton rapport à la papeterie, c'est quoi pour quelqu'un d'hyper esthésique? Le plaisir de certains papiers qui glissent, de certains crayons, ça te parle ou pas pour le côté les sens qui sont surdéveloppés? Déjà, j'ai pas de liseuse. Je lis des livres que avec des pages et des feuilles que je peux toucher dans mes mains. Je n'arrive pas à me mettre sur la liseuse. J'aime ça, ouais. Ben oui, j'ai une collection de carnets vides. Tu sais, Voilà. les feuilles qui... On y est. Alors, qui est 2 fois ou 3 fois moins importante que celle de ma fille. Qui, ça pourrait être drôle, je pourrais te mettre sur son bureau, elle s'est acheté, tu sais, la collection des stabilos de toutes les couleurs pour avoir exactement la couleur appropriée, voilà. Oui, je corrige au stylo rose ou au orange ou au violet. Je corrige jamais au stylo rouge ou rarement parce que j'ai que le rouge. Mais pareil, je me dis que ça fait du bien de temps en temps qu'ils voient le rouge parce qu'en fait ils vont le voir après, donc c'est pas dingue que je le fasse. Ouais, on met de la couleur dans le cahier aussi. Ça fait 3 ans ça que je travaille là-dessus en fait, où je trouve qu'en fait c'est très il y a pas de couleur dans le cahier, alors que moi j'ai des souvenirs petits de coller des images, des machins et tout. Donc j'ai recréé, en fait j'ai pensé des activités pour que ça mette de la couleur dans le cahier. Donc des fois c'est une activité de maths et on va faire des maths, sauf qu'en fait là par exemple j'avais fait on fait des espèces de maisons de nombres là avec toutes les formes de nombres qui existent et en fait je l'ai fait sous forme de fleurs où le cœur de la fleur c'est le nombre, chaque pétale a une décomposition, une représentation du nombre. Et en fait, j'ai mis ça sur des papiers colorés. Et puis, en fait, au tableau, je faisais la fleur en même temps qu'eux. Moi, j'ai commencé à prendre les craies de couleur, je colorie et tout. Et ils me disent, on peut colorier la fleur comme toi? Mais allez-y, go, go, go! On se garde 5 minutes et tout le monde colorie la fleur. Et voilà. Et en fait, ouais, tu ouvres le cahier. Du coup, il y a un peu de couleur. Donc, c'est plus agréable à regarder. C'est plus, donc oui, il y a un rapport à ça, important, à l'esthétisme des choses. Et en plus, tu leur donnes des autorisations. C'est ça que j'entends. Dans un milieu qui est normé, comme tu dis, il y a un programme à l'école. Dans un endroit où tu as des codes bien précis, tu pars pas tout d'un coup dans la cour sans prévenir qui que ce soit. Tu leur donnes des autorisations. Donc en tant qu'adulte, je trouve que c'est un Je fais l'inverse. Des fois, je leur dis non exprès. Tu vois, ils me disent, on peut colorier comme toi. Et je dis, bah non, il y a que la maîtresse qui a le droit de faire ça. Alors ils me regardent tous. Et après, je leur explique ce que c'est le second degré. On rigole. Mais évidemment que non. Tu verrais des fois qu'ils me jettent des regards noirs du genre, mais nous on voulait colorier aussi. Eh ben tant pis pour vous. Et on rigole. Mais ça c'est mes crises de rigolade toutes seules. Sauf qu'en fait, au final, ils sont très éduqués au second degré, mes élèves. Et que, en fait, ça, pour moi, ça fait partie aussi de la maturité, de l'intelligence et de tout ça. Donc, oui, ouais, tout à fait. Ça fait partie des intelligences. En tout cas, moi, ce que je définis en tant que des intelligences émotionnelles. Il n'y a pas que les maths, il n'y a pas que la science physique, il n'y a pas que la biolo. Il y a les intelligences, ouais. Le second degré, la lecture, comprendre derrière les mots, c'est un bon apprentissage. Le crayon 4 couleurs comme une invention diabolique? Écoute, oui et non. Alors oui, parce que ce petit bruit est pleinement énervant, et non, parce que tu as quand même que les 4 stylos directement sur place, ce qui t'évite de rechercher à chaque fois un nouveau stylo. Donc je suis très partagée. Je suis à 50-50. D'accord. J'ai entendu dans l'interview que tu avais renoué avec ton instinct, et un peu plus tard, tu parlais aussi de la confiance. Donc je pense que renouer avec ton instinct et lui faire confiance, ça a été la voie de progression pour toi? Ça correspond bien à ce que tu as évoqué? Ouais. Oui. De se dire, tiens, la petite voix dans la tête, elle me dit ça, il faut peut-être que je l'écoute. Ouais, bien sûr. Et du coup, je pense que tu gagnes du temps et tu gagnes de l'énergie. D'ailleurs, c'est de l'énergie par rapport à je le fais pas, je le fais pas. Voilà, ça a ruminé, ça bouffe quand même pas mal d'énergie. T'as pas évoqué ça, là encore, toujours par rapport à ton côté hyper sens, kinesthésique, visuel, auditif. La fatigue, est-ce que tu sens une fatigabilité, pardon, je vais la refaire. Est-ce que tu sens une fatigabilité particulière par rapport au fait d'être enseignante, au fait de voir plein de détails dans ta classe que peut-être d'autres, sans ces atypies, ne verraient pas? Est-ce que c'est un sujet pour toi, la fatigue? Oui, puisque déjà, tu as forcément une fatigue parce que tu es debout la majorité du temps.
Tu passes une partie de ta journée à marcher, à grimper des escaliers, donc on est dans un boulot physique en fait, à te mettre accroupi, à te relever, enfin il y a un côté comme physique. Tu parles tout le temps, donc t'es même saoulé de toi-même en fait en fin de journée, tu vois, parce que tu t'es trop entendu. Et que en plus t'as ça, puisque t'es quand même obligé d'avoir une lumière assez forte pour bien voir, surtout quand il fait pas beau. Donc t'as les néons, t'as le bruit des enfants, des chaises, des stylos, de tout ça. Donc oui, pour moi c'est un boulot fatigant physiquement, nerveusement, et qui nécessite en fait des espèces de soupapes par moment pour se reposer bêtement, pour pouvoir. Alors t'as le repos, c'est-à-dire le calme. Moi des fois je rentre, j'ai les enfants pendant une demi-heure, vous me parlez pas parce que j'ai besoin de voilà de faire terminer. J'aime beaucoup être toute seule, de passer du temps toute seule, et ça j'adore, et ça me fait du bien. Et 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 les temps dans la journée, c'est-à-dire qu'il y a des moments où mes élèves, je sens qu'ils sont un petit peu au bout, et puis il y a des temps où je sens que moi, je suis un petit peu au bout aussi. Et dans ce cas-là, je vais pas non plus me forcer parce que je sais que je le ferai pas bien, enfin, il faudra que je le refasse, etc. Donc, j'ai besoin de leur mettre du bien-être et du plaisir, mais je suis à l'écoute du mien aussi, et pour pouvoir en remettre un coup quand il y en a besoin. Tu as évoqué tout à l'heure, effectivement, le fait de faire de temps en temps la cantine buissonnière en n'allant pas avec tes collègues manger quand tu avais besoin de faire un peu de sas tranquille. Ça, Ouais. le 8h30, des fois, quand ça râle tout de suite, où je vais pas directement parce que j'ai besoin de choses sympas et gaies en Ouais, arrivant. de légèreté. De légèreté. Oui, Ouais, parce que sinon, bah, on ne fait que ruminer ce qu'on a vécu dans la journée et tu n'en sors plus. Et ton esprit a besoin de s'échapper lui aussi. Ne serait-ce que pour se retrouver dans une posture de créativité. Je pense que si on ne voit que le côté négatif, la créativité elle peut pas popper, elle peut pas s'installer, elle peut pas exister. Elle a besoin de légèreté, je pense, cette créativité. Sous la pression, sous une pression financière et autres, je pense que la créativité, ça va être difficile de la mettre en œuvre. ah oui, non mais ça c'est clair. Hein. Tu es obligé de tout ça. Enfin, en tout cas, moi, ça fait partie de mon équilibre. Je pense que ça fait partie de l'équilibre de beaucoup de gens, mais qui n'en ont pas forcément conscience non plus. Ouais, c'est ça. Et puis qui est des fois, bah oui, tu vas dans le mur à un moment quand tu veux tout faire trop de choses tout le temps et que tu surcharges. Des fois, c'est un peu compliqué. Donc ça, une fois que tu as appris à te connaître, tu as appris aussi à savoir que là, oh là là, t'étais un peu. Je peux refuser une soirée auquel je serais allée avant parce que je me disais que c'était bien quand même pour les gens d'y aller, alors que là, je sais que ça va être compliqué et du coup, j'y vais pas et je veux pas me mettre mal et finalement, les gens ils comprennent en fait quand tu leur expliques. Donc Je pense que si tu es aligné par rapport à ce que tu expliques et que tu n'es pas dans la justification, les gens ils vont pas chercher plus loin. On peut avoir une propension à facilement se justifier dans un premier temps, avant d'être en conscience de sa propre normalité. Et qu'une fois que tu es tranquille avec ça, les gens vont pas t'embêter parce qu'il n'y a pas de faille en fait. Juste t'évoques là je préfère me reposer. Ouais, puis après on en a pas parlé avec Mathieu, mais je pense que aussi d'apprendre à se connaître, tu apprends à t'entourer différemment aussi. Donc t'as plus les mêmes Bien personnes sûr. qui gravitent autour de toi. Ça c'est quand même aussi, on l'a pas dit, mais c'est un grand chamboulement de ce qui change. C'est que tu te rends compte que ton entourage change en fait, et que les personnes que tu attires, elles sont différentes, elles te ressemblent plus. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, les choses se vivent aussi beaucoup plus simplement. Ouais. Je sens de la douceur quand on parle du coup. Mmh. Ben ouais. L'arrivée d'une douceur. Mmh. Bah, les week-ends, comme on a pu passer avec Mathieu à Toulouse, c'est des week-ends c'est des bonbons, quoi. Et tu as appris à les savourer. Ouais. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, tout n'est pas normal. Voilà. Chaque moule a son muffin. Citation. Je suis très fière de moi. Pardon. Et on se débrouille avec ça. Non, mais l'image me plaisait tu vois, de ces Oui, qui bien dégouline. rangés, là. Et puis même sinon c'est bien rangé, ils se ressemblent tous, voilà. Très bien. Et en plus, voilà, ça fait appel à notre ventre. Il paraît que c'est un deuxième cerveau. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que tu apprenais à tes enfants à se positionner et à se responsabiliser. Alors, je pense que c'est dans beaucoup de classes. Est-ce que le terme d'impuissance acquise, ça te parle? Et souvent acquise dès la classe. Ça te parle ou pas du tout, C'est le ça? fait de se mettre L'impuissance acquise.
dans une position déjà impuissante de départ. Ouais, c'est ça. Je suis pas bon en maths et du coup, le cerveau n'est même plus capable Ouais. de mettre tout son potentiel pour essayer de résoudre un problème parce que bah, la personne est convaincue, mais même dans son inconscient, parce qu'on lui a dit souvent en classe que de toute façon, il n'était pas bon en maths. De toute Et là, façon, ce que c'est le j'entends, c'est que tu problème. leur proposes exactement l'inverse. Bah oui, de toute façon, c'est le problème général de notre société. Hein. Enfin, c'est le fait que les garçons, il faut qu'ils jouent au foot, pas les filles. Que Ouais. les garçons, ça pleure pas. Enfin, je veux dire, en fait, on grandit tous avec ça. Et tu vois, j'avais une discussion hier avec une amie. Et donc moi, ma fille a 18 ans. Et autour d'elle, donc il y a eu le développement de tous les non-genrés, les pansexuels, enfin tous ces trucs-là. Et en fait, je lui disais que moi, je trouvais, je comprenais pas forcément tout, en fait. Je trouvais pas forcément dans mon esprit à moi que tout soit forcément judicieux ou justifié. Voilà, mais que c'était mon avis à moi, que ça regardait que moi. En revanche, je trouve que pour eux, ça ouvre une liberté de malade. Parce qu'en fait, comme malgré tout, cette société fonctionne avec des normes et qu'on va pas les enlever, les normes. En fait, il y a un moment, les gens, ils ont besoin de ces étiquettes, ils ont besoin de tout ça. Mais à un moment, quand il y a tellement d'étiquettes que tu peux prendre celle que tu veux, tu rouvres une espèce de liberté. Et donc, il y a un moment, celui, par exemple, qui veut aucune relation sexuelle, avant, on ne dira que, voilà, faudrait qu'il aille voir un médecin, parce que quand même, faudrait peut-être qu'il se fasse suivre, parce que c'est pas normal. Maintenant, il peut dire qu'il est asexuel, en fait. Et on recrée des normes, mais en même temps, il y en a tellement que je trouve que je trouve que ces jeunes, ils vont avoir plus de liberté dans la construction de leur couple, dans leur vie de famille, dans leur choix des métiers. Tout est possible presque à un moment. Et je trouve que ça va peut-être être plus facile à vivre pour eux. Comme le fait de, par exemple, maintenant, de pouvoir changer 10 fois de métier si tu as envie de changer de métier, ce qui n'était pas le cas. Moi, on prenait un métier, on gardait le même. Le concept du couple, le fait de pas forcément être obligé d'habiter ensemble. Enfin, et je trouve qu'en fait, tout ça, c'est compliqué. Est-ce que ça a du sens ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, s'il y a bien un sens pour moi que ça donne, c'est le fait d'ouvrir les horizons et que peut-être que des gens qui se retrouvaient à côté parce que ben voilà, telle situation est associée à ça et donc t'es comme ci et t'es comme ça. Voilà, finalement, il y a une espèce d'étiquette qui arrive et c'est ça génial. Et peut-être que ça va permettre que c'est pas les meilleurs, c'est pas une fin en soi de faire spécialité maths et physique si t'es très bon et que tu peux être peut-être très bon et prendre théâtre et géopolitique et que ça sera bien vu aussi. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a des choses comme ça quand même qui avancent dans le bon sens. Sur le fait de là, je trouve que le nouveau bac, moi je trouve que c'est bien parce que par exemple, il y a des enfants qui vont prendre des combinaisons atypiques qui n'existaient pas, et je trouve ça super chouette aussi que on puisse faire ça. Et ça ouvre pareil un petit peu l'éventail. Ma fille, ça lui a permis, elle est en licence de sciences politiques, ça lui a permis de découvrir la science politique et la géopolitique et finalement d'affiner son choix pour la suite. Alors que sinon, elle aurait fait de l'histoire géo, voilà, et peut-être un peu d'éco, mais elle n'aurait pas eu cette ouverture qui l'intéresse. Donc je pense qu'en fait, il y a des choses qui s'ouvrent et je trouve que eux, en tout cas, ça peut être plus simple pour eux pour la suite, en fait, par rapport à ces Et idées préconçues. merci pour ce point de vue. Si je te dis un bon enseignant a besoin d'un bon public pour se transcender, est-ce que ça te parle? Non, je dirais que l'enseignant il crée son bon public, en fait. Tu crois? J'ai l'impression. Moi, j'ai travaillé dans plein d'endroits différents, plein de sortes d'enfants, de niveaux sociaux différents, de nombre d'élèves par classe, de moi, je pense que c'est comme dans une relation, en fait, hein. Tu t'insuffles des choses, donc je pense que même avec des élèves pour qui c'est très très compliqué, tu peux insuffler des belles choses. Je pense que des fois, t'as plus la foi et que c'est tes élèves qui te renvoient un petit truc pour te faire redémarrer. Je crois qu'on s'auto-nourrit et je pense que c'est les élèves. Par contre, c'est les élèves qui créent le bon enseignant, ça c'est sûr, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on mûrit dans notre boulot et c'est la meilleure formation, c'est comme celle du terrain avec les élèves. Donc c'est eux qui nous rendent bons enseignants. Mais après, je pense que un bon Quelle différence tu fais avec ma phrase dans ce que tu viens de dire? Les élèves font le bon enseignant. Tu fais quelle différence, quelle nuance avec ma phrase?
Que c'est ça, c'est l'enseignant qui fait le bon public. C'est ça, toi? Non, la phrase c'était un bon enseignant, ce qu'on qualifie comme bon enseignant, en tout cas, quand tu te sens content de ton cours, si tu veux, donc où tu te dis là, j'ai été pas mal quand même, si tu es un peu humble, ou j'ai été bon sur ce coup-là, si tu es un peu plus... mais on a besoin d'un bon public en face pour nous transcender. C'est-à-dire que quand tu sens l'appétence d'un certain nombre, je dis pas tous, hein, d'un certain nombre d'étudiants dans une salle ou d'élèves dans une salle de cours, ça va t'amener à aller plus loin, voire même à déployer des savoir-faire que tu n'aurais pas déployés le jour où tu es au contact avec eux. Le fait qu'il y ait une sorte de synergie, d'énergie qui circule dans les deux sens, et qu'à un moment donné, tu as beau être calé ou pédagogue ou ce que tu veux, si le public ne te renvoie rien d'énergie, malheureusement, le cours, il va pas être bon. Toi, en tant que prof, tu vas pas être bon. Un peu que si tu étais comique et tu n'avais pas un public qui applaudissait de temps en temps quand même, ou qui rigolait, c'est ça plutôt. Si tu étais comique, tu te disais comique et ça réagit pas. Si le public rigole pas, c'est que t'es pas drôle. Peut-être. Donc en fait, tes étudiants, ils réagissent bien parce que tu leur envoies quelque chose de bien. Après, les deux se nourrissent pour que ce soit encore mieux, en fait. C'est ça que j'appelle transcender. Voilà. Ouais. Mais au départ, c'est quand même l'enseignant qui tu peux... Qui insuffle, je suis d'accord. Je trouve que c'est génial, tu vois, d'arriver par exemple devant des élèves quand tu as une matière un peu particulière ou que tu fais quelque chose de particulier où ils arrivent, ils n'ont pas choisi ou quoi que ce soit et que finalement tu arrives à les accrocher et c'est pour ça que j'aime bien les élèves qui sont en décrochage scolaire parce qu'en fait tout est perdu. Donc en fait le fait d'avoir à leur montrer qu'en fait non, l'école c'est sympa, on peut y faire des choses super chouettes, on peut apprendre plein de choses des autres en général. Et qu'ils me disent ouais je suis content de venir ou oh non c'est les vacances j'ai pas très envie d'aller en vacances, en fait c'est moi qui l'ai insufflé mais c'est nourri parce qu'il me renvoie et donc on se transcende tous ensemble en fait. Mais un prof nul, je pense que alors si tu as des élèves très scolaires très appliqués, oui tu leur lis le livre, ils vont le relire à la maison, mais je suis même pas sûre qu'ils fassent des copies extraordinaires. Mais en même temps, est-ce que l'exigence de ce prof qui est si pauvre vis-à-vis de lui va l'être pour les élèves? Le terme de maîtresse, est-ce que tu le... Ouais, voilà. Débrouille-toi avec ça. Ouais. Non, parce qu'en fait, le terme de maîtresse me dérange beaucoup moins que le terme de maître, évidemment. C'est compliqué, hein. Moi, ça me... Alors, évidemment, je l'utilise pas en fac, mais dans les classes d'âge dans lesquelles tu enseignes, c'est le mot qui est utilisé en français, sauf qu'il est utilisé pour plein de sens différents. Il y a cette notion comme la base de domination pour le maître, effectivement. Comment, voilà, toi avec ton regard, tes atypies, ton sens du second degré, comment tu joues avec ça quand tu te qualifies même auprès des parents? Je suis sa maîtresse. Ouais. Je vais voir la maîtresse. En fait, j'ai vraiment du mal avec le mot maître. Voilà, je trouve que le maître, je trouve que vraiment même dans la littérature et dans tout ça, il y a une connotation vachement plus importante que maîtresse. Où il y a le maître des lieux, alors on dit moins la maîtresse des lieux. Enfin, il y a un truc un peu les esclaves, leur maître. Enfin, c'est la femme du maître. Je trouve que c'est un peu moins connoté sur maîtresse. Donc en fait, le mot maître me fait toujours bizarre quand il y a un élève qui va voir un homme qui lui dit maître. Je trouve ça toujours étrange. Maîtresse, moi, mais peut-être parce que je suis maîtresse et que j'y mets une connotation un petit peu différente. Et en vrai, alors si on y va sur mon hypersensibilité, franchement, je trouve ça hyper drôle quand même que ce mot il a un double sens aussi différent. En fait, franchement, je trouve ça même marrant. Alors que tu vois le côté maîtresse, il y a un côté un peu lié donc au plaisir, au charnel et tout ça. Alors que maître, c'est vraiment c'est la domination. La domination et le tyran. Donc en fait, il n'y a pas le même côté rigolo, je trouve, chez l'homme qu'il peut y avoir chez la femme. Et en fait, oui, ouais, je pense que ça serait bien qu'il y ait un autre mot. Moi, il y a une partie des élèves qui m'appellent Alexandra. En fait, moi, ils m'appellent un peu comme ils veulent. En fait, je leur ai expliqué que moi, ça m'était égal. Des fois, ils viennent me voir au bout d'un moment, ils me disent, mais tu veux qu'on te tutoie ou qu'on te voit? Tu sais, ça fait un mois qu'on est ensemble. Et je dis, comme tu te sens le mieux, en fait, je lui dis, ce qui compte, c'est d'être poli et respectueux. En fait, c'est pas tu peux m'appeler Alexandra et tu me dis vous êtes conne Alexandra, ça va pas me plaire en fait. Et tu m'auras vous voyez et voilà. Donc on parle de ça, on rigole un peu et voilà. Ouais, donc ouais avec maître un peu ça serait bien à un moment qu'il existe un autre terme, mais est-ce qu'il existera un autre terme
Alors ça fait très sérieux, mais le terme de pédagogue pour être un, mais ça fait trop académique Trop pour long le en coup. plus. Imagine les Ça fait CP, trop académique. pédagogue, Je pédagogue. suis pédagogue. En même temps, ton CP, s'il était habitué à ça, ça va pas le choquer. De toute façon, il fera pas, il a pas de différenciation. Non, c'est vrai. S'il a que ça comme habitude, il prend ce qu'on lui demande comme habitude. Et je crois que les parents, ils aiment bien le maître, maîtresse. Maîtresse. Et c'est Oui, quand tu à quel maîtresse. CP en classe et que le quatrième, il s'appelle CPD. C'est pareil, hein. Enfin, tu vois, à un moment, Ah, je on le fait connaissais pas, pas. quoi. Ok. On le fait pas. Les acronymes. Les acronymes en France. Ouais, Exactement. ouais. La dernière question que je vais te poser, c'est aussi un peu borderline, mais là aussi tu y réponds ou pas. C'était une discussion que j'avais hier soir avec d'autres personnes, là encore, mais pour le coup très très hors cadre, de la réflexion en direct, je dirais, sur le fait du positionnement de peut-être certaines personnes facilement en tant que victimes, ou la société aussi qui prête à se positionner facilement en victime. Et là où je suis parti, c'est toujours la partie enfance, où finalement j'avais l'impression, mais j'ai un biais énorme quand je dis ça, j'avais l'impression qu'il y avait quand même beaucoup d'histoires où les enfants étaient des victimes, le petit poussait, on essayait de le perdre, Bambi avec le feu dans la forêt, ses parents. En fait, je me demande dans quelle mesure, et ça m'intéresse parce que toi, les histoires, tu les manipules beaucoup plus au quotidien que moi. Comme je disais, je vais chercher les histoires que j'ai entendues quand j'étais petit qui vont dans mon sens, évidemment, par rapport au développement de cette idée. Mais est-ce que tu as l'impression, comme moi, que dès le plus jeune âge, on leur parle beaucoup d'histoires qui sont dans la tristesse et pas dans la joie, que ces contes sont plutôt ouais, avec des victimes, victimes d'abandon, victimes, et que l'air de rien, peut-être qu'inconsciemment, ça implante des graines qui font que plus tard, le positionnement de la personne tendrait facilement dans ces zones-là et non pas dans le ouais, j'ai choisi ça, je me suis trompé, c'est pas grave, c'est une expérience, et non ouais, j'ai souffert des aventures, c'est terrible. Ouais, Le storytelling, puisqu'on se raconte tous à un moment donné, on a notre légende. et Est-ce que tu crois que... il manque toujours un parent en plus, hein. T'as remarqué? Mais ouais, il faut qu'il y ait de Et la souvent la tristesse dans mère, hein. l'histoire pour La mère enfants. est souvent morte. Il y a une méchante belle-mère qui ramène sa fraise pour faire ça. Alors après, Ah, oui. donc, ma question plus simple, y Ouais. aurait-il des contes pour enfants qui sont joyeux de A à Z, où tout se passe bien? Alors il y a Parce qu'il beaucoup y a de plein d'histoires sinon, mais... non, il y a vachement la littérature de jeunesse maintenant, elle est quand même vachement développée. Donc en fait, les contes, c'est vrai que il y a un côté un peu dinosaure et surtout ils sont revisités, ils sont remis au goût du jour. De toute façon, ils sont durs et je veux dire moi par exemple la première fois que j'ai lu la petite sirène, t'as juste envie de te pendre juste après quand même. Hein. Donc moi, j'aime bien leur montrer pour qu'ils aient pas que la version de Disney ou que pas que la version édulcorée. Alors pas forcément les petits, mais plus avec les grands, parce que je trouve que les histoires sont assez dures. En plus, les petits, ils croient encore à tout, hein, donc ils croient aux ogres, ils croient à tout ça. Donc après, la littérature maintenant, elle est bien, quoi. Franchement, il y a plein d'histoires. Moi, je trouve qu'ils sont encore considérés trop comme des. Il y a quand même encore trop de trucs genrés, filles, garçons, quand même. Moi, je me rends compte quand je parle d'hypersensibilité avec eux, les garçons, c'est compliqué pour eux de dire qu'ils sont sensibles en fait. Et ils sont tout petits. Donc, Ouais. on essaie de libérer la parole pour qu'ils s'en rendent. Mais en plus, ils ont presque pas conscience. Soit ils ont pas conscience. Après, quand ils en ont conscience, tu le vois dans leurs yeux, ils osent pas forcément en parler. Et donc, s'ils ont la chance d'avoir un garçon dans la classe qui ose bien en parler, ils s'y collent derrière et du coup, ça étoffe un peu. Mais sinon, c'est quand même très compliqué. Les enfants très atypiques, comme j'ai pu avoir, c'est des enfants même qui te disent qu'il y a que les bébés qui pleurent, donc on est même Et réduit à ça, ça. ils ont dû l'entendre à la maison. Bien sûr. Et après, il y a quand même cette volonté de faire que l'enfant ne fasse pas de vagues, ne se fasse pas remarquer. Euh, ouais, je sais pas, je pense que les grands, ils sont quand même très soucieux de l'avenir et de la société et de tout ça, et qu'ils se disent que plus leur enfant, il est normé, plus il va pouvoir tout faire, et plus il va être heureux, et plus ça va être simple. Alors que je pense qu'en fait, c'est tenable un temps, et effectivement, il y en a qui ont la capacité. Alors le problème, c'est que là, les enfants qui n'ont pas la capacité scolaire de se suradapter et de travailler des trucs qu'ils aiment pas, ça devient très compliqué. Tu vois, moi, par exemple, mon fils, il est très bon en classe, mais il aime pas du tout l'école. Donc depuis qu'il est en CP, il aime le cours de sport et la récré. J'ai de la chance, il est en première et il a 17 de moyenne. Mais moi, ça a été ma seule hantise, c'était qu'il décroche en fait et qu'il arrête à un moment de travailler parce qu'en fait, ça le saoule tellement qu'il arrête. Trop laborieux. Ouais, ouais. J'attends, je croise les doigts. Pour l'instant, on est bien. J'ai été sa maîtresse en CE2. Il a dit quand même que c'était moi la meilleure maîtresse qu'il avait eue, mais quand même quand je l'avais comme maîtresse, c'était pas Nécessairement. l'école.
Non, mais il aimait quand même pas l'école, tu vois. C'est un enfant qui aime pas l'école foncièrement. Et il travaille. Il n'aime pas le format. Non. Non, et puis il y a des trucs, ça va pas assez vite. Il y a des trucs, il faudrait que ça aille plus lentement. Il faudrait qu'il y ait plus de sport. En plus, il est un petit peu hyperactif, donc il est resté assis toute la journée, ça le gonfle. Quand il sait déjà les choses, ça le gonfle. Quand il a compris et que ça va pas assez vite, ça le gonfle. Et au final, il trouve peu de répondants sur les profs. Et comme il est très très bien en sous-marin, les profs ne se rendent pas compte de ça. Parce que des fois, tu as des enfants qui vont dire « Ah, c'est trop facile. » Et là, donc, tu comprends qu'en fait, cet élève, il a percuté et qu'il faut peut-être le nourrir d'autres choses. Mais lui, pas du tout. C'est un bon sous-marin. Donc, en fait, ils vont pas forcément lui proposer de trucs en plus. Mais ils ne les demandent pas puisqu'il n'aime pas l'école. Donc, lui, il n'est pas en recherche de ça, de toute façon. Et donc, je pense que donc il fait, tu vois, il a pris maths, physique, enfin bon, voilà. Mais je discute beaucoup avec lui pour qu'il s'aiguille vers ce qui va le rendre heureux et pas vers ce qu'il sait faire, en fait, parce qu'il peut tout faire et je le sais et je lui ai déjà expliqué. Je lui dis par contre, tu as la chance de pouvoir tout faire, donc maintenant dirige-toi vers quelque chose qui te rend heureux. Et voilà, et à la maison, nous, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être en colère, on a le droit de rire, mais je pense qu'il y a quand même déjà quelque chose de très normé, où les garçons c'est comme ci, les filles c'est comme ça. Et en plus, je trouve que plus ça va, plus ça casse ces idées préconçues où, tu sais, on parle des pipelettes, quoi. Mais franchement, qui parle dans une classe, c'est les garçons, c'est pas les filles, hein. Enfin, ça fait des années que c'est comme ça, que les plus grosses pipelettes, c'est les gars, en fait. Comme s'ils avaient besoin, tu vois, de déverser un truc contenu, parce que je pense qu'ils grandissent entre cette société qui promue un espèce de développement personnel, ils l'ont quand même en écho derrière. Tu vois, ces enfants, c'est pas un truc qui voilà, même s'ils en ont pas conscience. En même temps, encore des choses très genrées. Et eux, au milieu, il y a un côté qui est un petit peu compliqué. Je rajoute par-dessus le Covid où on leur expliquait qu'ils tuaient tous les vieux de la Terre et qu'il fallait les enfermer parce que sinon ils tuaient tout le monde. Donc on en a fait des tueurs en série en plus de tout le reste. Et au final, je trouve que les filles, elles sont mieux dans leur basket que les garçons. Mais voilà, ça suit aussi l'évolution de cette société où le côté les défis, voilà, l'égalité, on travaille sur l'égalité, mais du coup peut-être qu'il y a des garçons qui perdent, et puis maintenant il y a des garçons qui sont vraiment papas et il y en a d'autres qui disent que c'est pas encore bien parce que ils perdent en masculinité. Enfin, il y a un truc encore très confus et je pense que les enfants ils grandissent avec ce truc un peu confus, donc je trouve que c'est pour ça que le travail sur se connaître et comment on fonctionne, il est suffisant pour moi parce que tu es sensible à ça, tu es sensible à ça, tu aimes ça, toi t'es un peu speed, donc peut-être qu'il faut quand même que tu t'agrémentes d'activités un peu speed pour te défouler. Toi t'es quelqu'un de très dans la réflexion, ou t'as une mémoire comme ci, ou t'as une mémoire comme ça. Et en fait, plus tu connais tous tes aspects, moins on s'en fout en fait de savoir si c'est les garçons qui mettent du bleu ou ils jouent au foot. Tu vas vers ce que t'es. Donc finalement, derrière, on est bien, quoi. Accepter l'altérité, que l'autre est différent de soi. Et puis je retiens ce que tu as dit par rapport à ton fils, écouter son cœur autant que faire se peut. C'est-à-dire que plutôt que de faire le choix de là où tu es le meilleur, vraiment accepter que le parent puisse, ou les parents puissent, ou l'entourage puisse, accepter que l'enfant aille vraiment vers ce qui l'anime. Mais il faut lui laisser aller écouter ce qui l'anime, et pas ce qui rassure le parent. Exactement. Surtout qu'en plus, franchement, en vrai, tout n'est pas ouvert parce que tu es très très bon en maths. Enfin, et puis tu vois les burn-out, les machins. Ça ira un temps. Au bout de 5-10 ans, tu t'ennuies parce que ça t'anime pas. Le sens, tu le trouves pas parce que c'est pas ton cœur qui t'a guidé. Mais il faut pouvoir l'enseigner à tes enfants derrière. Parce que si tu veux après que ça se transmette, il faut aussi que toi tu l'aies vécu. De dire je choisis quelque chose avec le cœur et tout ça pour pouvoir que tes enfants le fassent. Ou alors que tu leur t'es le contraire en disant moi j'ai eu un parcours où j'ai pas pu, mais je pense que ce serait bien pour toi que justement tes choix ils se fassent plus comme ça. Donc ça veut dire que les parents il faut aussi qu'il ait fait son travail. Donc c'est pour ça qu'en fait pour moi la génération des enfants c'est la plus importante parce que plus on fait de choses comme ça en amont, plus c'est simple en fait pour la suite. Est-ce que, si je conclurai là-dessus, si j'écoute l'interview de Mathieu et ce que tu m'as évoqué jusqu'ici, et merci pour tout ça, merci beaucoup, est-ce que je peux dire que un des moteurs hyper importants pour toi, c'est la transmission de tes valeurs, de celles que tu chéris? Oui.
mais sans oublier que je ne suis pas un modèle en fait. Donc j'ai pas, c'est pas moi le modèle, c'est pas moi. Mon hypersensibilité n'est pas la même que celle de mes enfants, et donc je leur dis pas qu'il faut faire ci ou ça avec leur C'est une de tes hypersensibilité. valeurs, Voilà, justement, que l'autre n'est et, pas toi. voilà. Tu veux Et pas des clones, tu c'est veux la des gens qui ont plus des valeurs importante. d'ouverture. Exactement. Je pense que c'est ça, c'est se respecter, s'écouter et accepter que l'autre, ouais, soit pas pareil. Ça, c'est des valeurs, mais du coup, je ne deviens pas non plus un modèle unique de ce que je transmets. Je donne des pistes, en fait. C'est pour ça que j'aime bien le côté de semer des graines ou d'accompagner. C'est-à-dire que moi, je peux semer des graines, voilà, mais après, chacun va faire son chemin, en fait. Mes enfants, comme mes élèves, comme les gens autour de moi, tu peux pas. J'ai aucune envie d'être celle qui. Je suis juste celle qui peut orienter un peu, qui peut dire tiens, faudrait peut-être que tu ailles voir par là, ça peut être intéressant. Et puis voilà, après, chacun fait sa route, quoi. C'est un désir d'une société plus épanouie et plus douce. Il y a aussi ça derrière ou pas du tout? Ben oui, ça serait bien quand même. Moi, je Ah suis. oui, il y a ça. Ben oui. Ben bon, Je le franchement, en ressens. vrai, mais non, Et mais je me rejoins. Et par rapport à mon statut d'enseignant, ou même par rapport à ce que je dis, c'est si j'arrive à donner de la douceur, j'espère que cette douceur va se distiller et qu'à un moment donné, j'en bénéficie évidemment, parce que je suis pas non plus, faut pas être, voilà, c'est aussi pour moi que il y a cette part-là, et je te rejoins totalement dans cette envie, ouais. Mm. ben ouais, quand t'es bien, t'as pas envie de conflit, t'as pas envie d'aller engueuler l'autre qui est assis à tel endroit dans le bus, alors que t'as rien demandé. Enfin, je veux dire, voilà, t'es juste bien. Et je pense qu'on peut être bien même quand il y a des choses compliquées. Au contraire, faut davantage en fait apprendre à le faire et être heureux, s'émerveiller des choses qu'on peut voir. Alors forcément, des fois c'est compliqué, mais c'est l'ouverture à l'autre qui fait ça. Tu vois, moi, par exemple, je rentre, je vois un enfant qui hurle à 6 heures. En fait, en vrai, j'ai qu'une envie, c'est de rire, parce que ça me rappelle tellement quand moi j'avais mes enfants qui hurlaient, que j'ai tellement de compassion pour cette maman que jamais je vais faire des ouais, ouais, ça me fatigue. Et oui, je préférais ne pas entendre d'enfants qui hurlent à cette heure-là. Ok, je suis comme tout le monde en fait. Sauf qu'en fait, à un moment, si tu rajoutes ton énergie négative là-dessus, il y a quelque chose qui va s'améliorer. Je Ouais. pense pas. Et Il y a une après, rationalité aussi. mais exactement. Mm. Puis après, pour en revenir à ce que tu dis, ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que surtout les gens, il faut qu'ils arrivent à se dire que tant que ce qu'on leur propose ne nuit à personne, ni à eux, ni à quelqu'un d'autre, qu'ils ne se mettent pas en danger ou qu'ils ne mettent pas en danger quelque chose, tout est possible. Et qu'en fait, il n'y a pas de raison de ne pas essayer et d'oser faire des choses. Et en vrai, se mettre à chanter dans la rue, ça ne nuit pas, ça ne met pas en danger quelqu'un. Tu peux fredonner. Et puis finalement, je pense que tu apprends aussi à plus voir les regards de travers. Tu ne vois que les regards gentils. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Et des fois, les gens me disent, mais les gens ils te regardent pas de travers. Et je leur dis, au début, je disais, non, 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 non. Et après, je me suis dit, mais en fait, je sais pas, peut-être que oui, mais sauf que je les vois pas, en fait, et que je vois que les gens qui me font des sourires. Donc, C'est un filtre, ouais. ben ouais, ça m'intéresse pas. Tu Donc, vas chercher ce que tu as envie quand tu regardes la réaction des autres. Tu vas chercher dans leur réaction ce que tu as envie de te bien prouver. sûr. Si tu as envie de te prouver qu'ils te jugent et que tu es ridicule et que, bah, évidemment, là encore, le biais Tu va vois que faire que tu c'est vas là. les Bah ouais. regarder. Ouais, 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 ouais. Ouais, puis il y a une histoire Donc tu après t'es d'énergie. décomplexé d'un certain nombre de choses, c'est beau. Et puis tu as une sorte d'énergie quand tu dis que tu envoies de la douceur pour recevoir de la douceur, c'est Ouais. pareil. Tu envoies de la joie, bah en fait, je pense que hop, ton cerveau il capte un truc et du coup tu vas te retourner vers cette personne qui te renvoie de la joie. Voilà, et c'est comme quand des moments où tu es un peu mélancolique et tu vas aller vers de la musique triste. En fait, t'as des choses comme ça qui s'attirent. Donc c'est pour ça qu'on est quand même très responsable de ce qu'on envoie autour de nous. Et c'est là où tu peux faire des rencontres qui changent par rapport à ton attitude d'avant. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent tout d'un coup te faire un sourire, tu t'y attendais pas, mais ils ont vu quelqu'un qui a osé. Et tiens, connexion. Voilà, exactement. Et là, ça fait Et plaisir. ben, Et voilà. Et puis celui qui est un petit peu énervé, ben, moi, je vais lui renvoyer le même sourire. Et peut-être qu'un jour, je me dis, peut-être qu'il va se souvenir que finalement, peut-être qu'il cherchait ça pour se justifier du fait d'être pas bien. Tu vois, de titiller quelqu'un pour avoir du répondant, enfin, tu vois, nourrir son truc. Et puis finalement, il ouais, a ouais, pas ouais. eu. Et peut-être que, bah, finalement, la fois d'après, ça se passera autrement.
Moi, j'avais envie de lui tirer la langue à ce gars dans le bus, là, juste pour passer dans la partie enfant. Non, Je te remercie beaucoup, Alexandra. Tirage de langue, ils peuvent, tu sais, dire mal élevé et tout. Sourire, tu peux rien dire. C'est impeccable. Ah, ça lui appartient. Ouais, mais en tout cas, le sourire, on pourra jamais te reprocher. Enfin, si on a déjà reproché à ma fille de sourire, mais normalement, on n'est pas censé te le reprocher. Normalement. Merci beaucoup pour toutes ces considérations qui sont parties dans tous les sens et c'est ça qui est chouette. Ben ouais. Merci pour l'énergie que je sens derrière. On a fait quand même 4 heures d'entretien. Écoute, quand c'est agréable, c'est bien. Mais oui. Je passe un bon moment, ça peut durer des heures. Hein. Ouais, et puis on n'est pas des bavards du tout. Du tout. Non, à peine. Non. On n'aime pas s'exprimer. Merci en tout cas pour toute cette sincérité que j'ai ressentie dans tout ce que tu as évoqué. Et puis bonne continuation, parce que quand tu travailles avec tes élèves, à un moment donné, tu nous fais la société d'après. Et voire même éventuellement, alors je ne sais pas exactement dans quelle ville tu es, mais peut-être que je vais les récupérer quelques années après dans la fac, quand ils auront 20 ans. Paris, ouais. Alors peut-être qu'ils immigrent en Bretagne. Je les récupère en plus à 20 ans. Donc s'il te plaît, donne-leur plein de second degré et plein d'ondes positives. Je te fais un grand hug. Merci beaucoup Alexandra pour ta confiance, pour cet échange incarné sincère avec plein de pépites, vivants, riches et humains. Merci à toi, c'était super, j'ai passé un super bon moment, donc c'est toujours un vrai plaisir. Et ce format long est quand même génial parce qu'on a le temps de creuser en fait, donc très nourrissant pour moi aussi. Ouais, et ben je te remercie, j'ai passé un super bon moment avec toi. Les liens pour accéder à tes prises de parole orales et écrites sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!